Bonjour à tous, ravie de vous retrouver à BD Fugue à Annecy pour cette nouvelle émission consacrée à la BD. Et aujourd'hui, je suis avec un auteur bien connu des fans du monde de la BD en France, Jean-Pierre Givras. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous venez nous parler de votre Mathéo qui vous a accompagné depuis 2008 et le premier 16 ans, volet. ouais. On arrive aujourd'hui au dernier volet, le 6e épisode. Pourquoi terminer aujourd'hui cette saga ? En fin de compte, ça fera 6 volumes différents. J'étais parti sur une idée d'en faire 3 ou 4, vous voyez, donc ça fait pratiquement le double de ce qui était prévu. Et il faut bien au bout d'un moment arrêter la saga quelque part. Et j'ai arrêté au début de la guerre de 40, enfin au début de la guerre, au début de l'invasion allemande de 1940, parce que j'avais fait 4 albums sur la Seconde Guerre mondiale. Et bon, voilà, je m'étais dit, je risque de... Enfin, j'ai déjà développé les thèmes que je voulais développer sur cette période à travers 2 autres histoires, donc 2 autres histoires en 2 albums chacun. Donc voilà, c'était pas mal, et puis ça correspondait à l'histoire aussi. Quand j'ai fait le premier album, je ne savais pas exactement comment ça se terminerait. Mais c'est comme dans la vie, quoi. C'est les événements de la vie qui vous sont imposés, qui vous font progresser dans votre parcours, et ces événements-là, on ne les maîtrise pas tous, quoi. Et donc pour les personnages, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au début, je savais que ce personnage aurait un caractère, une façon de fonctionner, mais en fonction de ce qui m'arrivait, de ce que je décidais qu'il m'arriverait, évidemment, ça augmentait le cahier des charges à respecter, quoi. Voilà. Par rapport à son caractère, il ne pouvait pas faire ceci ou il ne pouvait pas faire cela, et donc l'histoire vous échappe en même temps que vous en êtes le chef d'orchestre. Comment il est né, et surtout pourquoi vous avez décidé de lui faire parcourir un petit peu l'histoire, certaines étapes de l'histoire ? En fait, moi j'avais envie de raconter une histoire à travers un personnage comme ça qui parcourait la première moitié du XXe siècle. Pourquoi cette période-là ? Parce qu'il y a une telle intensité d'événements, d'événements positifs et négatifs, des espoirs et des désespoirs, dans un laps de court très très court. Dans un laps de temps très très court. Et donc, ça c'était intéressant, et c'était pour rendre hommage aux gens comme mes grands-parents qui ont connu cette période-là. Et donc, voilà, c'était un peu ça l'idée de départ. Et aussi, la seconde idée, c'était de faire un jeune homme élevé dans le pacifisme, fils d'anarchiste espagnol, qui finalement fait tous les conflits de la première moitié du XXe siècle, sans qu'on ne lui ait rien demandé. La guerre de 14, il n'est pas obligé, il y va. La révolution russe, il est encore moins obligé, il y va. Et la guerre d'Espagne non plus. Donc voilà, c'était cette idée-là qui me plaisait bien aussi. Ouais. Est-ce qu'il va vous manquer, Mathéo ? Sûrement, mais la fin étant quand même plutôt sympa, sans rien en dire de plus. C'est comme quelqu'un qui partirait, là il part en Angleterre, mais c'est comme quelqu'un qui vous quitte et qui dit bon ben voilà, moi je vais aller vivre en Australie, on sait très bien que peut-être on ne le reverra jamais, mais c'est pas bien grave, on espère qu'il sera heureux, on peut tout imaginer sur ce qu'il va construire là-bas, etc. Donc là c'est un peu pareil, quoi. Mais c'est trop récent pour que j'ai une idée précise de ce que ça va me faire comme effet, voilà. Est-ce que vous vous tournez déjà vers d'autres Oui. projets ? Oui, j'ai signé déjà la suite du Vol du Corbeau. C'était une des premières histoires que j'avais faites en tant que à la fois dessinateur et scénariste. Et donc voilà, je vais faire la suite de 2 diptyques, c'était le Sursis et le Vol du Corbeau. Et donc la suite du Vol du Corbeau va reprendre les personnages de ces 2 histoires-là. Mais peut-être qu'on retrouvera des personnages de Mathéo, mais pas forcément Mathéo. Le suspense est là, donc on suivra tout ça. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Jean-Pierre Givras, d'avoir été avec nous, et bonne dédicace ici à BD Fugue. Merci. Bonjour Vincent. Bonjour Victoria. Ravie de te retrouver encore une fois pour peut-être les derniers coups de cœur cette fois de l'année. De l'année. Et on va commencer dans la section coup de cœur, justement, avec une BD qui te tient à cœur. C'est une BD qui nous tient tous à cœur dans l'équipe. Ça a été une grosse révélation. Okahe, c'est une histoire complète, un gros volume. Il y a de quoi lire, un bel objet, mais aussi western assez spectaculaire. Je te laisse jeter un œil. On pense beaucoup à Tarantino dans la dynamique de cette histoire. C'est vraiment sans concession, c'est même
très violent, mais pas une violence gratuite, c'est une violence qui va servir l'histoire, qui va avoir un vrai apport et qui va se boucler avec ça aussi. Moi, ce que j'ai trouvé épatant, au-delà du dessin, au-delà de la lumière, qui sont formidables, c'est le rythme, c'est l'identité des personnages qu'on découvre petit à petit. C'est extrêmement bien dosé pour qu'on ait vraiment cette notion de découverte qui se fasse. Et puis quand c'est terminé, quand la boucle se boucle, une fin qu'on ne voit pas forcément arriver, mais quand elle est là, c'est la claque finale. Donc voilà, grand moment de lecture. Au-delà donc du très beau livre, c'est surtout un plaisir très fort en lecture et qui est effectivement pour l'un de mes collègues Thibaut la BD de l'année, mais en fait qui est vraiment un coup de cœur collégial. Un beau volume, effectivement, mais ça donne envie. Enfin, j'espère. On va passer à, je crois, ton coup de cœur cette Ma fois BD de l'année. Vraiment. Alors, elle vient de sortir, donc elle est arrivée sur le fil pour terminer l'année. Hypericon, comme dit l'auteur, puisqu'il est italien. En fait, c'est le nom qu'on donne aussi aux fleurs de millepertuis, qui vont être le lien un petit peu de cette double histoire. C'est une histoire qui va se passer sur 2 temps. La première étape, je laisse découvrir la première étape, ça va être il y a un siècle exactement de ça, quand la tombe de Toutankhamon a été découverte par Carter. Et on va se retrouver également en 1996 à Berlin avec Teresa qui va intégrer l'équipe des scientifiques pour la préparation, la présentation de cette fameuse exposition justement sur les éléments de la tombe de Toutankhamon. Il y a quasiment un siècle qui sépare ces 2 récits. On dirait qu'il n'y a rien en commun et pourtant, Toutankhamon certes, les fleurs de millepertuis aussi, on va découvrir petit à petit, et une romance au milieu. Mais pas du tout une romance mièvre, convenue, mais une histoire d'amour forte, une histoire d'amour aussi assez surprenante sur deux personnes que tout semble opposer et qui pourtant vont se retrouver attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Ce qui est fort avec Manuel et Fior, c'est sa façon de donner une personnalité aux personnages. Ils ont tous ce petit quelque chose qui les rend réels. On a vraiment l'impression d'être avec eux, que ce soit dans les regards, les attitudes, que ce soit dans les dialogues, mais également dans les silences. On est vraiment avec eux et c'est des rencontres qui, en tout cas pour moi, bouleversent vraiment. J'ai adoré les rencontrer, j'ai eu beaucoup de peine à leur dire au revoir. Et voilà, j'espère que beaucoup auront le même plaisir aussi à découvrir ce récit. C'est tout en peinture, comme tu peux le voir en plus, il y a vraiment un superbe travail. Et Manuel et Fior avait eu le prix du meilleur album d'Angoulême il y a quelques années avec 5000 km par seconde. Et il arrive avec ce qui est pour moi malgré tout son chef-d'œuvre. Et il a réussi à faire encore mieux que ce qu'on avait découvert, en tout cas à mon sens, avec cet album 5000 km par seconde. Donc Hypericon, remarquable, petite merveille. Par contre c'est un ouvrage qui est quand même, j'ai envie de dire, un peu élitiste dans son dessin, dans son propos, dans sa façon de l'aborder. Donc c'est pas un ouvrage qui plaira à tout le monde. Par contre, ceux qui aiment être touchés par un récit, je crois que voilà, on va mettre un peu de temps tous à s'en remettre, c'est vraiment grandiose. Et puis on passe à une dernière auteure pour autrice pour cette émission, et pas des moindres. Et pas des moindres, j'avais très très envie de te parler effectivement de Catherine Meurice. Catherine Meurice, elle a fait des œuvres comme Les Grands Espaces, mon grand favori, La Légèreté, qui fait partie de mon top 10 de toutes les BD que j'ai pu lire. Oui, vraiment, c'est absolument remarquable. L'année dernière, elle nous avait conquis encore une fois avec La Jeune Femme et la Mère. Et là, elle vient de sortir Humaine, trop humaine. Alors Humaine, trop humaine, on change un petit peu de ton. En fait, c'était prépublié dans Philosophie Magazine. Et j'ai envie de dire, tout est un petit peu dit à partir de là. C'est-à-dire que ce sont des doubles pages qui vont mettre en scène à chaque fois un philosophe. Elle va mettre en scène le philosophe dans le contexte de sa philosophie. C'est-à-dire qu'elle va mettre à contribution sa pensée et sa façon d'observer. Et elle va en faire un gag. C'est quand même pas si simple de se dire je vais mettre des philosophes et on va bien se marrer. Et pourtant on y arrive. Il y en a qui sont vraiment à pleurer de rire. Et en même temps c'est extrêmement érudit et accessible à la fois. C'est ce que j'ai aimé aussi. C'est-à-dire que il y a quelques philosophes qui sont un petit peu plus durs d'accès que d'autres, mais on arrive à comprendre l'essence de leur pensée. Et si on veut aller plus loin, chaque gag se termine par une petite explication de texte. On peut aller plus loin. Tiens, lui, ça m'a interpellé, sa pensée m'intéresse, j'ai envie de comprendre. Et bien, on a toutes les références pour aller plus loin. Elle est brillante, elle est drôle, elle est extrêmement cultivée, ça se ressent dans toutes ses œuvres. Et d'ailleurs, elle vient même d'être intronisée à l'Académie des Beaux-Arts. C'est la première représentante de la bande dessinée à avoir cette place. Et de l'histoire de l'Académie des Beaux-Arts, c'est la plus jeune
à y mettre, à avoir un siège désormais. Donc voilà, ça fait partie des événements qui sont liés à cette autrice qui est hors norme, mais dans le bon sens du terme. Elle est d'une qualité d'écriture, une intelligence et en même temps une drôlerie qui font que voilà, ces lectures sont incomparables. Et elle viendra à BD Fugue d'ailleurs. Et elle vient à BD Fugue samedi 10 décembre. Et ça, c'est le grand bonheur aussi pour toute l'équipe parce qu'on adore ce qu'elle fait et on a la chance de la recevoir. Merci beaucoup Vincent pour Merci, tous Victoria. ces coups de cœur tout au long de l'année et on se retrouve bien sûr très très vite en 2023 sans doute pour la Avec suite plaisir. des événements. Et merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc.